Alors, est-ce que l'amour d'été est-il un mythe ou une réalité? C'est une question avec deux réponses. C'est-à-dire que l'été est un terrain très fertile pour la rencontre. Par contre, il faut faire attention parce que oui, il peut tomber dans le piège du mythe de cet amour qu'on idéalise en permanence parce que c'est l'été. L'été, c'est pas une période classique. Si tu veux, c'est une période où tout est décorrélé de son quotidien. Tout est plus léger, on a moins d'obligations, on a moins d'attentes au travail, on est beaucoup plus ouvert à réceptionner ce qui s'y passe, le soleil nous fait du bien. Donc tout ça est un terrain où la rencontre est plus facile d'accès. Et donc justement, quand on est très enclin à tout ce qui se passe à l'extérieur, on peut vite tomber dans l'idéal du l'amour parfait, des idées préconçues qu'on a là-dessus sur attends, j'ai un crush sur quelqu'un, c'est l'amour fou, c'est grandiose, mais c'est pas dans la vraie vie, c'est dans une bulle qui sont les vacances. Et souvent on se fait avoir parce que les mythes, qu'est-ce qui se passe? C'est comme les chansons qu'on entend, les pubs à la télé qui nous font un peu avoir sur nos idées de désir de consommer l'été. Mais justement, si on consomme, donc on n'est plus dans une promesse durable, on est dans un côté éphémère. Moi, je pense que la drague se fait dans les détails plus que dans l'affrontement, dans le sens où il y a toujours un... Moi, je pars du principe qu'il y a toujours l'éveil des 5 sens, c'est-à-dire, il y a le regard. Déjà, premier contact, est-ce qu'il y a un échange de regards? Alors au début, on peut toujours se créer un scénario disant est-ce qu'il me regarde vraiment parce que je lui plais ou est-ce qu'il me regarde parce que je le regarde? Ça, c'est tout un jeu qui peut se créer. Après, il y a aussi la première approche. Donc pour répondre à ta question, l'approche, moi je trouve qui est le plus agréable, c'est de ne pas y aller avec une attente. C'est-à-dire, je vais le ou la voir en me disant que je vais récupérer son numéro. En faisant ça, on va mettre les attentes très hautes et on peut très vite déchanter au refus. Par contre, ce qui peut se faire, c'est d'aller aborder la personne et de lui faire un compliment. Parce que, in fine, cette personne, si vous avez matché visuellement, c'est qu'il y a bien quelque chose qui vous plaît. Donc si vous y allez avec l'intention de délivrer un compliment, mais sans forcément l'attente de « ah elle va réceptionner la réponse », non. Délivrez ce que vous ressentez. Je vous trouve très jolie dans cette chemise où vous êtes très élégante, je tenais à vous le dire. Désolée, je ne voulais pas vous déranger, mais en tout cas, il fallait que je le dise. Et souvent, l'effet escompté, ça va être très bien reçu. Il faut arrêter de croire que les gens sont aigris et qu'ils n'acceptent pas les compliments. Au contraire, on est des humains, donc nous sommes sociables. Faut pas l'oublier. Et donc même s'il y a un refus derrière parce que la personne peut être en couple ou que la personne n'est pas tout simplement intéressée par vous, elle va prendre le compliment et ça va lui faire du bien. Et elle va surtout vous remercier. Et donc rien que là, on va commencer un échange sain et du moins aussi très doux. Et pas abrupte dans une approche de drague un peu viriliste où on doit faire un peu le coq, mais ça vaut pour les femmes aussi. Les femmes draguent beaucoup, hein, faut pas croire, mais on peut être très brute de décoffrage et souvent ça manque de douceur. Et en ce moment, je pense que le monde a besoin de plus de tendresse. J'aime bien dire, il y a deux façons de voir la chose. Soit vous êtes de ceux qui vont vivre par procuration parce que vous n'osez pas, vous avez tellement peur et que vous n'allez jamais oser le premier pas. Soit vous êtes de ceux qui vont se dire, non, je veux avoir mon propre avis, donc je vais tenter. Et comment on fait pour tenter ce premier pas? Encore une fois, si vous avez peur, si vous avez honte, si vous avez de la gêne, si vous avez des rougeurs au niveau du visage qui arrivent, de la transpiration, c'est que vous êtes en vie. Et c'est ça, il faut partir de ce constat-là. C'est le fait de ressentir des émotions, ces émotions-là en l'occurrence, vous êtes en vie. Donc allez-y, tentez. Il n'y a pas de mauvaise chute à avoir une expérience. La mauvaise chute, c'est plutôt de voir le monde interagir sans que vous y soyez un acteur. Donc au contraire, pour aborder ou pour faire le premier pas, il suffit juste parfois d'un petit élan de se lancer en mouvement. Souvent, quand on n'ose pas, on est statique, on ne bouge pas, on est assis sur sa chaise, on est debout, on est dos à la personne, donc on est statique. Le fait de bouger, déjà, ça permet d'être plus à l'aise à l'idée de franchir le premier pas. Et puis, comme tout à l'heure, je vous ai dit, la notion du compliment est très, très appréciée, mais le compliment sans attente. S'il vous plaît, les attentes que vous mettez derrière une drague sont trop lourdes.
Et si vous y allez plus simplement? Si vous abordez un sujet dans la rue avec un inconnu, eh ben, cette personne va être beaucoup plus enclin à parler avec vous. Par contre, si vous arrivez en imposant ou en essayant de convaincre la personne de quelque chose, là, vous allez arriver dans un espèce de conflit, de duel même, alors que la notion, c'est plutôt de voir la chose comme un duo. Donc, essayez de trouver des sujets de conversation, alors évitez le « bonjour, ça va ». Bon, ça n'apportera pas grand-chose, mais plutôt un sujet de société, un sujet qui vous importe, ou une conversation que vous avez écoutée parce que vous êtes à côté de la personne, ou un compliment. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise période pour se séparer, mais c'est surtout que si c'est le cas, si vous considérez qu'il y a une bonne période, il faut se poser une autre question, c'est est-ce que votre couple n'était pas que mécanique? C'est plutôt de se dire, il faut se séparer quand vous avez tout tenté et que ce n'est plus possible. Alors que ça tombe en été, en hiver, en automne ou au printemps, on n'est pas là pour faire les 4 saisons de Vivaldi, on est plutôt là pour affirmer ses choix, ses valeurs. Après, dans un second temps, oui, si vous vous séparez dans une période plus estivale, vous avez l'effervescence qui va un petit peu vous aider. Mais il faut faire attention avec cette effervescence parce qu'elle peut vous duper dans la notion de consommation. C'est-à-dire consommer de la séduction, consommer des personnes. Ça ne veut pas forcément dire que c'est réparateur, que vous allez guérir. Par contre, oui, je peux comprendre que si vous vous séparez en plein mois d'hiver et que vous arrivez pendant la période d'hiver, les périodes de Noël, et que vous avez prévu de les passer ensemble et que vous vous retrouvez tout seul, c'est un petit peu plus plombant. Cependant, dans n'importe quelle séparation, il y a toujours un temps difficile. Mais par contre, ce qui peut être plus facile à accepter, c'est d'être entouré. Quand on se sépare, même la personne qui sépare, c'est pas forcément quelque chose de facile. J'aime bien dire que la personne qui se sépare, elle a aussi ce courage-là de supporter le poids de sa décision et de faire du mal à la personne qui est en face. C'est pas facile d'accepter ça. Donc que vous soyez le déclencheur ou le récepteur, dans les deux cas, il faut que vous soyez entouré derrière. Pourquoi c'est si compliqué de mal réagir quand un crush ne répond pas? Très bonne question. Le crush, comme son nom l'indique, c'est quelque chose d'assez rapide. On va prendre une situation. Vous parlez avec la personne, c'est très spontané, vous avez des valeurs communes, vous vous sentez à l'aise, c'est très fluide, les corps répondent bien aussi. Et en fait, d'un seul coup, plus de réponse nette. Donc en fait, ça atteint un ego. C'est-à-dire vous avez la projection de dire oh, « ça marche, c'est super, c'est génial ». Donc on alimente une attente, un espoir. Et quand il n'y a plus de réponse, d'un seul coup, l'ego se prend un uppercut, réellement. Et il se dit « mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi il ou elle ne me répond plus ?» Et c'est plutôt cette rumination qui est dangereuse et qui fait mal quand on nous ghoste. Parce qu'on y a cru. On a cru à ce que la personne nous disait en face. Et on s'est fait un petit peu avoir. Mais d'un côté, c'est aussi le charme de la drague, de la séduction, c'est de se laisser un petit peu avoir. C'est avoir aussi le courage de se laisser avoir. Mais ça fait mal parce que l'ego prend le dessus et qu'on se dit « mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi je ne suis pas assez de ci, je ne suis pas assez de ça ?» Et parce que quand on ne répond pas, on est dans l'ignorance. On déteste être dans l'ignorance, on déteste ne plus être vu. Ça répond aussi à une notion de confiance en soi et d'estime. C'est-à-dire, s'il n'y a plus personne, comment j'existe? Si cette personne ne me répond plus, est-ce que j'existe encore? Donc c'est toute une rumination et qui révèle en fait des petits blocages qu'on peut avoir dans le passé, donc un manque d'estime, un manque de confiance en soi. Et c'est ce que le partenaire permet. Quand on rencontre quelqu'un, on est tout feu, tout flamme, il y a une effervescence, on est heureux de ressentir toutes ces émotions et d'un seul coup on nous enlève ça. De quel droit? En quel honneur cette personne peut me faire ça? Qu'est-ce que j'ai mérité pour qu'elle soit aussi sèche, aussi abrupte? Après, derrière, il y a une notion aussi où il faut faire attention à la consommation. Le crush, j'associe surtout ça quand on date sur des applications. Et donc c'est très virtuel. Et il y a beaucoup d'engouement dans le virtuel puisqu'il n'y a pas d'engagement, on est derrière notre écran. Donc il y a ce côté un peu isolement aussi, donc on peut inventer n'importe quoi et dire n'importe quoi. Et de tomber dans ce fameux fantasme de l'irréalité d'ailleurs. Le fantasme n'a rien de réel.
Souvent d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes en consultation qui me posent la question, est-ce que ça vaut le coup d'assouvir ces fantasmes? C'est une bonne question. Est-ce que parfois le mythe vaut mieux être cultivé en tant qu'imaginaire? Et est-ce que la réalité ne rendra pas ça au contraire beaucoup plus normalisant? Puisque le fantasme, c'est quoi? C'est un extra de notre ordinaire. C'est ce côté imaginaire qu'on se donne dans nos rêves ou qu'on se donne dans une bulle où on pense à autre chose. Mais justement, le fait d'être ghosté, ça fait mal. Parce qu'on a toute cette projection qui se désenchante d'un coup. Parce qu'on y a cru. Et on déteste ne pas avoir eu le bon radar ou la bonne analyse. De se dire mais pourquoi j'ai pas pu éviter ça, ça me fait mal, et après on rumine. Beaucoup de gens ruminent après un ghost ou après un ghost parce que on se remet tout en question, et c'est là qu'il faut se poser la bonne question. Pourquoi ce ghost me fait autant de mal? C'est pas la personne en elle-même, puisque in fine vous n'êtes pas tombé amoureux, vous étiez dans les prémices de ça. Mais c'est plutôt qu'est-ce que vous vouliez que cette personne comble et qu'est-ce qu'elle a comblé pendant ce temps éphémère. Pourquoi ça nous arrive de mentir lorsqu'on est en couple? Tintin, Tintin, le mensonge. Alors ce fameux mensonge, il n'a pas une réponse. Il n'y a pas un pile, il n'y a pas un face, il y a plein de facettes à cette question. Souvent, il y a des personnes qui vont mentir pour se mentir à elles-mêmes parce qu'elles n'osent pas dire la vérité. Donc c'est un jeu entre est-ce qu'on doit être honnête ou transparent. Il y a ceux qui vont mentir parce qu'ils n'ont pas le courage de dire la vérité, parce qu'ils sont dans la case immature, ou de la bêtise aussi. Il faut faire la différence entre la bêtise et l'ego. La bêtise, c'est vraiment pas quelqu'un qui manque d'intelligence, c'est quelqu'un qui ne s'octroie pas le droit à une ouverture d'esprit et à changer de position. Tout est rigide, tout est blanc ou noir. Bon, ça enferme beaucoup de réponses d'ailleurs d'être dans cette catégorie-là. Et il y a aussi, on ment par ego. Aujourd'hui, on veut tellement briller en société qu'on ne peut pas accepter le fait qu'on ne sache pas autant que la personne qui parle en face. Donc on va essayer de se galvaniser, de se broder une histoire qui n'est pas la nôtre. Donc le mensonge, je trouve qu'il est beaucoup culturel. Le mensonge a plusieurs visages. Et une personne peut avoir plusieurs visages d'ailleurs sur le mensonge. Par exemple, vous pouvez être une personne qui se considère honnête et loyale sur un pan de sa vie, c'est-à-dire le pan travail, mais en amour, il va être complètement l'opposé. Qu'est-ce que le mensonge nourrit? Qu'est-ce qui flatte? Qu'est-ce qu'il comble? Est-ce qu'il faut mentir ou est-ce qu'il faut dire la vérité? Pour moi, si vous mentez, c'est que vous avez peur. Et dans les deux cas, en soi, vous avez peur, parce que dire la vérité, ça demande du courage. Donc le mensonge, c'est apparenté à votre peur. Donc en soi, ça va dépendre de vous. Qu'est-ce qui vous est plus supportable de gérer? Le mensonge ou la vérité? Ça, après, je ne suis pas la personne pour décider pour vous, mais c'est de se dire que vous êtes plus à même de vivre avec quoi. Est-ce que l'été est plus propice à l'infidélité? Je dirais plutôt que l'été est un révélateur, mais il n'est pas le déclencheur. En fait, l'infidélité, si elle se déploie l'été, c'est qu'il y avait déjà quelques failles au préalable dans le couple et que ça les a juste mis en avant. C'est comme si l'été a mis un petit coup de soleil sur ce qui n'allait pas, et donc les personnes en face n'arrivent plus à gérer la situation. Après, l'été, c'est éphémère, ça dure que quelques mois, tout comme les coups d'amour. À ce moment-là, les coups de foudre, cette idylle qu'on peut tomber amoureux pendant l'été, il peut être à la fois intense, mais il peut être aussi très violent. Parce qu'il faut faire attention, l'été, c'est un coup de soleil très intense, mais c'est pas forcément gage de promesse. Donc l'infidélité, c'est pas l'été qui la crée, mais l'été le débusque plus qu'autre chose. Donc oui, ça peut être un terrain très fertile, puisqu'en plus on est dans une bulle qui n'est pas la nôtre. C'est-à-dire cette bulle où on est un petit peu plus insouciant, on fait des activités, on est au soleil, on est plus joyeux, donc on se laisse prendre au jeu de cette effervescence estivale. Et parfois, on se fait avoir, et donc souvent, la chute est un peu plus dure à la rentrée.